Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder les syndromes qui existent dans les contes Disney. Comme vous le savez, certains contes s'inspirent de syndromes déjà existants pour relater l'histoire de leurs personnages. Et on va en aborder quelques-uns, je sais pas si la liste est complète, n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires. Mais en tout cas, pendant mes recherches, j'en ai trouvé donc que je connaissais déjà et d'autres que je ne connaissais absolument pas. Donc je vais vous parler de quelques-uns de ces syndromes, en tout cas dans les contes Disney. Je séparerai donc cette vidéo en deux parties. La première partie étant les syndromes qui apparaissent dans les contes, donc des syndromes qui sont extérieurs aux contes et que l'on retrouve en fait chez les personnages. Dans une deuxième partie, je vous parlerai des syndromes qui sont un peu plus nombreux cette fois, qui ont donné leur nom à des maladies déjà existantes. On va commencer cette vidéo en abordant un premier syndrome qui est sûrement le plus connu. Enfin, je pense que vous en avez déjà entendu parler, ou même si vous en avez pas entendu parler, vous devez vous en douter. C'est le syndrome de Stockholm. Je vous laisse deviner dans quel Disney il est. Évidemment mon préféré, La Belle et la Bête. Donc dans ce Disney, on y relate l'histoire d'une jeune fille qui est assez rêveuse. Donc c'est la fille d'un inventeur considérée un peu comme un fou par les habitants de son village. Elle-même est un peu étrangère à eux parce que elle lit beaucoup et c'était très surprenant pour une femme de l'époque de savoir lire. Elle est un peu rejetée, mise à l'écart par les habitants de son village et elle rêve d'aventure. Elle rêve voilà, de s'échapper de ce pays, de ce village où les gens sont trop étroits d'esprit. Elle va vivre de grandes péripéties avec beaucoup de rebondissements puisque son père, alors qu'il est en route pour présenter une de ses inventions, voilà, c'est un inventeur donc il crée beaucoup de machines, il part donc en déplacement, il va se perdre et donc en se perdant il va se retrouver devant un château qu'il connaît absolument pas, sur lequel a été jetée une malédiction des années auparavant sur le prince qui y résidait, puisqu'il était très égoïste, très prétentieux, très méprisable et donc son père en voulant y retrouver refuge sera enfermé après avoir essayé de voler une rose, puisque sa fille lui avait demandé comme unique cadeau qu'il lui ramène une rose. Et donc Belle volera son secours et demandera à être enfermée. Donc voilà, elle sera emprisonnée par la bête qui vit dans ce château qui réside, le fameux prince transformé en bête par la malédiction. Et donc elle va y être séquestrée et au fur et à mesure elle va découvrir que elle développe, elle éprouve des sentiments pour la bête. C'est une relation, certes, quand on prend du recul on a beaucoup de mal à voir le côté très magique, très enchanté de l'univers de Disney, parce qu'en réalité c'est juste une jeune fille complètement perdue, terrorisée, qui a absolument rien demandé, qui vient remplacer son père pour le sauver des griffes de la bête et au final qui va tomber amoureuse de lui. Enfin après les sentiments se contrôlent pas, donc en vrai ça peut être considéré comme une histoire mignonne, romantique, puisqu'ils vont tous les deux se découvrir des points communs, ils sont tous les deux rejetés parce qu'ils sont pas comme les autres. Et au final, c'est une belle morale cette histoire, je pense, puisque ça montre que nos différences font notre force. Mais c'est sûr que de ce point de vue-là, on se rend compte qu'on a plutôt affaire à un syndrome de Stockholm. C'est vraiment quand on se retrouve dans une situation comme ça, on est séquestré, on tombe amoureux de notre ravisseur. Même si c'est un peu dérangeant, c'est sûr, hein, dans un Disney d'avoir une histoire comme ça. C'est en prenant du recul qu'on se rend compte que c'est un peu spécial comme histoire. On enchaîne ensuite avec un deuxième Disney qui est lui également un grand classique de Disney. Vous connaissez sûrement Cendrillon. Cendrillon qui est admiré par toutes les jeunes filles pour sa beauté, qui est en réalité atteinte d'un syndrome presque incompatible avec le bonheur. On a vraiment cette image en fait de la souillon de la jeune fille totalement exploitée par sa belle-mère, qui devient ensuite princesse, puisque je vous rappelle dans l'histoire, Cendrillon a donc perdu sa mère étant enfant et son père est mort après s'être remarié avec une femme qui avait 2 filles, et à sa mort elle va vraiment être la femme de ménage, la servante de la famille. Donc en gros c'est elle qui va effectuer toutes les tâches ménagères de la maison, de sa maison en fait, sa propre maison. Elle va se retrouver vraiment
exploitée par sa famille. Et donc un soir, alors qu'elle voudra se rendre au bal organisé par le prince pour se trouver une épouse, elle va être totalement humiliée par sa belle-mère qui déchirera la robe qu'elle s'était fabriquée pour l'occasion, puisque le prince, souhaitant donc épouser une jeune femme, demandera à ce que toutes les jeunes filles du pays, peu importe leur rang social, puissent se rendre au bal. Cendrillon évidemment il y est conviée, mais elle ne va pas pouvoir s'y rendre, en tout cas officiellement, avec sa belle-mère et ses deux sœurs, puisque elle sera totalement déshabillée par sa belle-mère, elle se retrouvera sans robe et c'est donc à ce moment-là qu'elle rencontrera sa marraine la bonne fée qui va donc la sauver de cette situation en lui créant un carrosse fait d'une citrouille comme vous le savez, en donnant aux animaux des rôles humains et donc elle va créer à Cendrillon une robe et de magnifiques souliers de verre et donc la seule consigne pour qu'elle puisse se rendre en toute liberté à ce bal, c'est de revenir avant les 12 coups de minuit, sinon la magie s'effacera et tout redeviendra à son état originel. Et donc c'est là qu'elle rencontrera le prince, qu'il tombera amoureux d'elle et qu'il décidera ensuite de la retrouver après qu'elle se soit enfuie aux 12 coups de minuit avec la pantoufle de verre qu'elle a perdue dans la précipitation. Et il fera tout le tour du pays pour essayer de voir à qui va la pantoufle. Quand il la retrouvera, évidemment, il l'épousera. Enfin bref, vous connaissez tous l'histoire. Donc c'est cette image vraiment de la jeune fille qui est considérée comme une boniche par sa belle-mère devient donc princesse. Et donc cette histoire renvoie donc à un véritable problème puisque Cendrillon ne peut exister sans le regard, sans l'intervention d'autrui. Donc il s'agit d'une dépendance qui en résumé veut tout simplement signifier qu'elle n'est pas du tout autonome. En fait elle dépend totalement des désirs et des envies des autres. Elle se réalise uniquement à travers une tierce personne, c'est-à-dire la marraine, la bonne fée. Et donc en gros, pour vous expliquer un peu plus précisément, elle va simplement obéir à ce qu'on lui demande de faire. Si on lui dit que quelque chose lui sera plus bénéfique qu'autre chose, elle suivra donc les conseils de cette personne sans se demander ce qu'elle veut vraiment, sans se poser la question si elle en a vraiment envie ou pas. Si on lui dit que quelque chose est bien pour elle, elle le fera. Le souci c'est que ça tend plutôt vers la négativité, ça veut dire qu'elle se fait totalement manipuler, elle se soumet totalement aux désirs des autres pour exister tout simplement, parce qu'elle a pas du tout confiance en elle. C'est vraiment un gros problème, un gros manque de confiance en soi. Et donc le souci c'est que ce syndrome rime surtout avec beaucoup, et la personne atteinte par ce syndrome a un besoin constant de satisfaire les besoins des autres sans jamais penser à soi et donc ça crée vraiment un déséquilibre mental très difficile à gérer et très dangereux pour la personne concernée. Et donc j'imagine que voilà, c'est assez décevant de voir les choses de ce point de vue là, mais c'est vrai que si on y réfléchit, Cendrillon sans la marraine la bonne fée en fait n'aurait jamais pris les choses en main d'elle-même, elle aurait simplement pleuré sur son sort, elle n'aurait jamais eu la vie heureuse qu'elle a eue, la vie heureuse, je sais pas après si elle est vraiment heureuse, mais en tout cas elle paraît beaucoup plus épanouie une fois qu'elle a rencontré le prince, une fois qu'elle est allée l'épouser. Donc elle serait vraiment restée en fait esclave de sa belle-mère et de ses deux sœurs, sans jamais se soucier d'elle-même, de ce qu'elle veut vraiment. Elle était vraiment dépendante des autres, voilà, on lui disait de faire quelque chose, elle le faisait, que ce soit donc sa belle-mère, que ce soit même la bonne fée en fait, l'intervention de la marraine un peu secouée tout ça, mais le problème reste le même. Si elle était jamais intervenue, Cendrillon n'aurait jamais osé faire les choses d'elle-même. C'est pareil en fait dans le dessin animé. En y repensant, comme vous le savez, ce sont les souris qui confectionnent sa robe à partir d'une vieille robe de sa mère. C'est vraiment elle qui prennent les choses en main, et si elle ne l'avait pas fait, elle aurait jamais eu cette première version de sa robe pour partir au bal en fait. Et donc elle aurait jamais décidé d'elle-même non plus d'y aller ensuite, puisque c'est vraiment l'apparition de sa marraine la bonne fée qui a tout déclenché en fait, qui a fait que elle a pu avoir un carrosse pour se rendre au bal, qu'elle a pu avoir la plus belle des robes qui a fait remarquer par le prince. C'est sûr que vu de ce point de vue là, c'est pas très réjouissant non plus. Pour cette deuxième partie, on va donc aborder le fait que Disney soit créateur de syndrome,
plutôt que des Disney aient donné leur nom à certains syndromes. Et donc on va commencer par un syndrome que je ne connaissais pas, que j'ai découvert pendant cette vidéo. J'ai également découvert que j'en étais atteinte étant petite. Il s'agit du syndrome d'Alice au pays des merveilles. Et donc ce syndrome se caractérise par beaucoup d'hallucinations. Donc ce syndrome, on lui a donné le nom d'Alice au pays des merveilles parce qu'on s'est rendu compte que eh bien, beaucoup de facteurs liés à ce syndrome se retrouvent dans le dessin animé. Ce trouble neurologique perturbe et modifie la perception de l'espace. Donc exactement comme Alice dans le conte, le patient atteint par ce syndrome a l'impression de voir ses membres s'agrandir ou se rétrécir, ou bien que les choses qui l'entourent, l'environnement qui l'entoure se rétrécit ou s'agrandit. Et elle peut également entendre des sons ou des bruits, ce qui peut générer un état de panique. Et donc on dit que l'auteur qui a écrit Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll, aurait été atteint par ce syndrome durant l'écriture de son conte et qu'il s'en serait inspiré pour le raconter. Et donc moi, comme je vous le disais, j'étais atteinte de ce syndrome étant petite parce que j'avais à de très nombreuses reprises, pour pas dire très souvent en fait, l'impression que les choses qui m'entouraient rétrécissaient toutes seules, s'agrandissait, enfin même mon corps, j'avais l'impression que tout était déformé. C'était assez perturbant, je me souviens, et ça m'arrivait parce que j'étais sur un lit en mezzanine, je sais pas si c'est lié ou pas, mais à partir du moment où on a enlevé ce lit en mezzanine, eh bien j'ai plus jamais eu d'hallucination comme ça, j'ai plus jamais eu d'impression, de sensation si dérangeante que ça, parce que je vous assure c'est extrêmement désagréable de voir que tout change autour de nous. On a vraiment cette perception qui change, on a l'impression que tout est déformé, c'est assez perturbant et je vous avoue que j'avais du mal à dormir à cause de ça, donc c'était très compliqué. Ça m'arrivait généralement très souvent le soir quand j'étais dans le noir, je sais pas si c'est lié ou pas, mais moi en tout cas je sais que c'était à ces moments là que j'avais le plus cette impression là. Ça s'est calmé tout seul comme je vous l'ai dit avec le temps, donc voilà, je sais pas du tout d'où ça vient. On a ensuite le syndrome de la Belle au bois dormant. Là encore on a donné le nom du conte au syndrome parce que c'est plus simple de savoir de quoi il relève en fait de cette façon. Et donc ce syndrome il est aussi appelé le syndrome, attendez je vais vous lire parce qu'on sait jamais, j'ai pas envie de mal le prononcer, donc il s'appelle le syndrome de Klein-Levin. C'est un syndrome très rare où les patients souffrent d'hypersomnie. Alors j'ai vu que c'était souvent des périodes jusqu'à 20 jours, mais en général en moyenne c'est de entre 8 et 15 jours. Et donc ces personnes peuvent dormir jusqu'à 20 heures par jour par des épisodes de somnolence diurne excessive. Et donc ces périodes d'hypersomnie peuvent se répéter plusieurs fois par an. Vous savez tous de toute façon dans le conte La Belle au bois dormant, donc c'est l'histoire d'Aurore, une jeune princesse sur laquelle on a jeté un sort à sa naissance. C'est une méchante fée qui n'était pas invitée à la célébration de la naissance de la petite fille, qui a décidé de lui jeter une malédiction. Et je crois que c'était avant ses 18 ans, elle devait, selon la malédiction, se piquer le doigt sur un fuseau et tomber dans un sommeil profond duquel elle ne se réveillera que par le baiser prince charmant. Et donc voilà, Aurore a été élevée par ses 3 marraines, les 3 fées donc qui étaient là à sa naissance, ses 3 tantes comme elle l'appelle, par ses parents dans la forêt au milieu des bois en fait, loin de tout. Et donc un peu avant ses 18 ans, je sais plus exactement comment ça se passe dans le conte, elle trouvera donc un fuseau, elle sera attirée par le fuseau puisque comme le veut la malédiction, elle est censée se piquer le doigt avec, elle se piquera le doigt, elle tombera dans un sommeil et elle ne sera réveillée que par l'intervention d'un prince charmant qu'elle aura d'ailleurs au préalable rencontré dans les bois. Et donc voilà, Aurore a dormi quand même pendant 100 ans je crois dans le conte. Elle a dormi pendant très longtemps avant d'être finalement réveillée et c'est comme ça que ce syndrome, donc le syndrome Klein-Levin, a cédé son nom, le syndrome de la Belle au bois dormant. Voilà, c'est une appellation un peu plus simplifiée. Bon, là c'est simplement un syndrome en fait qui est caractérisé par une longue période de sommeil. C'est pas plus dérangeant que ça, enfin je suppose pour les personnes concernées. C'est plutôt pour l'entourage que ça doit être assez inquiétant, voir quelqu'un qui dort pendant 20 jours. C'est un peu énorme, enfin imaginez quand même sans se réveiller, juste dormir, c'est tout. C'est quand même, ça paraît quand même incroyable. On n'a pas trouvé encore d'explication scientifique à ça, et surtout c'est très rare comme syndrome.
mais je trouve ça vraiment absolument fascinant. Enfin, voilà, je le connaissais pas non plus pendant mes recherches, donc je l'ai découvert à ce moment-là. Et donc on termine avec le syndrome également le plus connu, vous devez sûrement le connaître aussi. Il s'agit du syndrome de Peter Pan, qui désigne donc les personnes qui ne souhaitent absolument pas grandir. Et en général, c'est les personnes dans une tranche d'âge entre, je crois, 25 et 30 ans ou quelque chose comme ça, ou 20 et 30 ans, je sais plus exactement. Quand on commence à atteindre l'âge adulte, qu'on a des responsabilités, soit qu'on emménage tout seul, soit qu'on devient indépendant. Dans des périodes comme ça, en fait, certaines personnes refusent carrément de grandir, elles veulent rester en enfance. Donc ça touche beaucoup d'adultes immatures à ce niveau-là et par extension on retrouve donc le syndrome de Wendy. Comme vous le savez, dans le dessin animé, Wendy est donc l'aînée de la famille Darling. Elle raconte le soir à ses petits frères avant de les coucher pour qu'ils s'endorment en fait les histoires de Peter Pan, qui est donc un enfant qui vit sur le pays imaginaire, un pays où les enfants ne grandissent pas, et donc voilà, il se bat en duel avec le capitaine Crochet qui sont ennemis depuis toujours. Il vit en harmonie avec les enfants perdus, qui sont donc des enfants qui n'ont plus de parents et qu'il a recueillis chez lui. Voilà, sur cette île il y a des sirènes, des indiens, il vit plusieurs péripéties avec eux, et il est accompagné de sa fidèle acolyte Clochette, qui est donc une petite fée. C'est grâce à sa poussière de fée qu'il peut voler. Et donc Wendy, elle adore les histoires du Peter Pan. Elle aussi c'est une grande enfant, elle aime beaucoup ce monde-là. Elle considère également comme Peter Pan que le monde des adultes est ennuyeux. Et donc c'est pour cette raison que leur relation est aussi solide, c'est pour ça qu'ils s'entendent aussi bien, c'est parce qu'ils ont exactement le même point de vue sur la vie adulte. Mais le souci, c'est qu'en fréquentant Peter Pan, Wendy se rend compte qu'ils n'ont pas du tout la même façon de voir les choses. Elle est beaucoup plus mature que lui, ou du moins elle se sent obligée de l'être devant un enfant comme Peter Pan. Elle a un peu un rôle de mère auprès de Peter Pan. C'est-à-dire que, étant donné qu'il n'a pas vraiment eu d'éducation, elle remplace sa mère qui n'a pas existé visiblement. Elle se positionne en fait à force de côtoyer ce grand enfant comme une adulte pour l'aider, pour le soutenir, pour l'encourager, le réconforter. Et donc pour résumer, une personne atteinte du syndrome de Wendy, c'est quelqu'un qui s'oublie, qui s'efface totalement pour satisfaire les besoins des autres, pour s'en occuper du mieux qu'elle peut, en y mettant le plus d'énergie possible. Et donc voilà, c'est vraiment un contraste entre les deux personnages qui sont plutôt proches puisqu'ils ont la même façon de voir les choses, mais qui sont également très éloignés l'un de l'autre puisqu'ils n'ont pas du tout la même façon d'envisager l'avenir. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé la faire, j'ai beaucoup aimé la tourner, j'ai beaucoup aimé faire des recherches sur ces syndromes. C'est une vidéo que je voulais faire depuis un moment puisque je trouve ça intéressant de traiter des syndromes qui existent dans les contes Disney dont on nous parle, mais implicitement, voilà, je voulais les expliciter un peu plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous embrasse tous très fort. Salut!